C'est un film qui ressemblait tellement à rien que j'en suis sorti estomaqué, ébloui, stupéfait. J'ai dû le voir dans je ne sais plus quelle salle de quartier, enfin ce qu'on appelait salle de quartier, mais enfin la première sortie d'un film. J'étais seul et je crois bien avoir décidé de rester pour la séance qui suivait. Tellement j'ai été saisi par la couleur, l'atmosphère, Delon, l'écriture Melville, tout. J'avais déjà vu un ou deux films de Jean-Pierre, mais celui-ci, d'un seul coup, me confirmait ce que nous savions tous, enfin nous, certains cinéphiles, qu'on avait affaire à un maître du style, qui savait se servir du temps, des silences, et qui savait surtout exploiter de façon brillantissime une star absolue, qui était déjà une star, mais il la starisait encore plus, qui était Alain Delon. J'ai été d'ailleurs assez surpris de voir que la critique, même la plus prestigieuse dans les journaux dits de référence, n'avait pas bien compris la valeur et la dimension du film. Les gens n'ont pas compris qu'ils avaient affaire à un très grand maître et que ce film transformait aussi la personnalité et l'histoire personnelle et la légende d'Alain Delon. Tout le monde connaît la fameuse anecdote. Jean-Pierre, ayant écrit le film tout seul, bien sûr, décide de le présenter à Alain et il lui lit le scénario. Et au bout de X minutes, Delon l'arrête en disant « Ça va, je ferai le film ». Et pourquoi, lui dit Jean-Pierre ? Parce que jusqu'ici, aucune parole n'a été prononcée. Donc il y a ça aussi, bien sûr, c'est la vertu de, comme disent les Américains, « talk is cheap ». Parler, ça vaut rien. Et donc là, les paroles comptent tellement qu'on ne les entend pas. Et donc il y a ce silence-là. Le silence de certaines confrontations, le silence qui habite tout le temps le samouraï quand il se déplace, quand il est en voiture, évidemment aidé par une musique extraordinaire. Tout est réuni pour faire en sorte que Melville nous propose notre gestion du temps et du silence. Il a une capacité de nous plonger dans une durée qui n'est pas celle habituelle, et de la vie même, et des films. Et donc, il utilise ce qui pourrait être chiantissime, dépourvu d'intérêt, quelqu'un qui monte les marches d'un escalier, quelqu'un qui traverse une rue, pour en faire en sorte un film en soi. Il m'avait dit un jour que chaque plan doit être un film. Et donc c'est ça, la vertu et la capacité de Jean-Pierre de dilater le temps, dilater l'espace. Il maîtrise les éléments qui nous intéressent tous, que ce soit dans l'écriture, pas seulement au cinéma, dans la vie, à sa manière. C'est une sorte de, exagérons rien, mais c'est une sorte de deus ex machina. Il a son monde. Il est le maître de son monde. Il est une sorte de dieu. Vous restez là jusqu'à quelle heure? On a loué la chambre pour la nuit. Je serai là à 2h, gardez-moi une place. Apporte de l'argent si tu perdais. Je ne perds jamais. Jamais vraiment. Jean-Pierre, tout le monde le sait, il le disait lui-même, a toujours été passionné par les stars et par les acteurs qui avaient déjà une dimension et une personnalité. Il a mis une soutane de curé à Belmondo, il en a fait un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Léon Borin prêtre. Donc il a chaque fois trouvé chez les comédiens leur capacité à sortir de la banalité, à sortir du conformisme. Pour lui, je pense, parce qu'il m'en avait parlé une ou deux fois, Delon était d'ores et déjà, n'oublions pas, hein, Delon, il arrive au Samouraï, il a déjà fait Plein Soleil, hein, entre autres, était d'ores et déjà une star, au vrai sens du terme, qui était
la définition de Jean-Pierre qui disait qu'une star, c'est quand la porte s'ouvre, il entre et tout le monde se tait. Et il traverse la foule et les gens s'écartent, quoi. C'est quelqu'un qui possède, c'est un don du ciel, un don de ce que vous voulez. C'est pas dans l'ADN de Delon, ça vient pas de son père ni de sa mère, ça vient d'ailleurs. Il possède une sorte de... Moi, j'avais vécu ça avec Mohamed Ali. Quand il pénétrait dans une pièce, l'électricité arrivait. Donc, il était intéressé par Delon depuis toujours. Et je pense qu'il écrit la première ligne du Samouraï, d'ores et déjà, en pensant à lui. Alain Delon, il faut comprendre une chose. Il est comme Melville, il traverse l'époque. C'est-à-dire, il y a la guerre, Melville fait une guerre, Delon en fait une en Indochine. Ensuite, il y a le gaullisme. Ils s'y intéressent tous les deux, et pour cause. Melville en est un des soldats, et Delon est fasciné par De Gaulle. Et puis ensuite, il y a la guerre d'Algérie. Delon joue dans des films sur la guerre d'Algérie. Delon traverse l'époque. Il est beaucoup plus qu'un acteur. À sa manière, il représente une page de l'histoire de la société française. Et Melville le sent et le sait tout cela, parce que Melville, il adore aussi l'actualité. Il aime être au cœur des choses et comprendre ce qui se passe. Et là, il trouve en Delon le contraire de ce qu'il est. Parce qu'il se sait laid, il se sent laid, c'est pour ça qu'il se déguise, qu'il met ses lunettes, qu'il met le chapeau. Il n'aime pas son physique, il n'aime pas sa rondeur, il n'arrête pas de bouffer, mais quand même, bon... Alors évidemment, il l'enveloppe, il est très malin, il se fabrique lui-même son uniforme et son personnage. Mais si vous réfléchissez, physiquement, gestuellement, Delon est son contraire. Il est ce qu'il voudrait être. Un jeune premier. Si vous aviez été l'homme que la police recherche, on pourrait dire que l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Le visage, complètement, apparemment sans sentiment, sans expression, même s'il y en a une derrière l'apparence, ce visage totalement comme un masque, c'est aussi la caractéristique de certains grands acteurs américains, comme Spencer Tracy, comme Humphrey Bogart. Bogart est un exemple. À la fois, on voit tout et il ne dit rien, il ne montre rien. Et Melville, qui est nourri, comme chacun sait, de tout le cinéma américain, ces fameux 60 metteurs en scène qui l'ont nourri, a bien compris et vu et senti dans ces films-là, de Robert Wise, de qui vous voulez, à quel point ils savaient, ces metteurs en scène, se servir d'un visage sans que ce visage vraiment s'exprime. C'était très subtil. Je ne crois pas qu'ils avaient une théorie quelconque là-dessus, alors que Jean-Pierre en avait certainement, puisqu'il avait une théorie sur tout. La première théorie étant qu'il n'y a pas de théorie. Bon, et il a saisi ça. Mais, oublions le cinéma américain. Il le fait d'ores et déjà dès ses premiers longs métrages. Il le fait avec Le silence de la mer, si vous réfléchissez. La manière dont l'officier allemand ne bouge pas, est toujours un petit peu monolithique. Tous ces personnages donnent la sensation de s'être enfermés dans leur rôle, dans leur personne. Et évidemment, avec le Samouraï, avec Delon, ça va beaucoup plus loin. L'épure est totale, elle est évidemment dans le vêtement, puisque ça compte énormément chez Jean-Pierre. La tenue, le Samouraï, il a sa tenue. En fait, le chapeau, l'impair ou le manteau, ce sont les accessoires de guerre d'un Samouraï. Il est à la guerre. Il est face à une adversité. Il doit traiter avec la lâcheté, la trahison, le mensonge, la peur, l'angoisse, la poursuite, le mystère. Il traite avec un monde entièrement hostile à sa propre démarche. Et donc, il est seul. Alors il y a la solitude et le silence. C'est pareil. C'est là. Le temps, la solitude, le silence. C'est pour ça que quand moi j'ai vu ce film et quand j'ai commencé à lire ce qu'on écrivait dessus, les gens n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient affaire
un auteur qui maîtrisait, qui dominait tous ces éléments et qui les mettait au service de son récit. Il me disait toujours, il l'a dit à tout le monde, et ça a été d'ailleurs à mon avis la loi du cinéma français des années 70, qui est un très bon cinéma. Mettez-vous au service du récit et des acteurs. Il est au service d'un acteur, qui est plus qu'un acteur, qui est déjà une légende. Et donc il l'aime, il s'aime, il s'estime, il s'admire, ils sont complices, il y a des affinités, il y a des dialogues, ils aiment De Gaulle, ils aiment la résistance, ils aiment les voyous, ils aiment la solitude, ils aiment ne pas être aimés. Ça ne les dérange pas, au contraire. Ils recherchent parfois cette opposition des autres. Ils sont face aux autres. J'ai rarement vu ou entendu Melville taper sur l'épaule de quelqu'un, ou on a rarement tapé sur son épaule. Donc de toute façon, les rapports de Jean-Pierre avec les autres, quels qu'ils soient, sauf dans l'intimité pure, c'est pas bisounours, hein, on s'embrasse pas, hein, c'est pas vrai. Donc, entre lui et Alain, il y a effectivement le rapport mentor-élève, père-fils, frère même, mais comme ce sont deux possessifs et deux jaloux, Jean-Pierre n'accepte pas, ne comprend pas que Alain ne soit pas entièrement dévoué à sa vie, sa cause, son univers. Delon, de son côté, il a sa vie quand même, hein. Il a ses femmes, il va avoir des problèmes avec la justice, avec la police. Il a une vie très compliquée. Et puis aussi et surtout, comme il l'aime et qu'il aimerait que ce soit sa chose, il est jaloux du fait que Delon tournera d'autres films, va aller vers d'autres gens, connaît d'autres metteurs en scène. Moi, j'étais très intime avec Jean-Pierre, comme chacun sait. Il ne m'a jamais parlé de sa séparation d'Henri Delon. Jamais. Comme si c'était quelque chose de tellement fort, et tellement blessant, le fait que Delon ait pu le quitter pour aller faire un film ailleurs avec quelqu'un d'autre, il préférait garder ça pour lui. Donc, je pense que ça l'a blessé, ça l'a heurté, sa possessivité, sa jalousie ont été extrêmes et atteintes. Il n'a pas pleuré non plus, hein. Il avait d'autres préoccupations, il avait beaucoup d'autres amitiés, affinités. N'oubliez pas que les fameux fils spirituels de Melville, ils sont très nombreux, hein. Il n'y a pas seulement Alain, il y a évidemment Volker Schlöndorff, il y a d'une certaine manière Tavernier à une certaine époque, il y a d'autres metteurs en scène, ma propre personne. Donc, oui, c'est une rupture. C'est pas non plus un divorce. La preuve, c'est qu'à la minute où Jean-Pierre meurt, un des hommes les plus meurtris, enfin, mais accablé, anéanti, bouleversé, c'est Delon. Parce que d'un seul coup, il sait qu'il a perdu son père, oui. Plus que son frère, il a perdu un père. Et Delon cherchait toujours les pères, toute sa vie. Mon amitié avec Melville est assez simple. J'ai évidemment été très très fasciné par le samouraï. Quelques années plus tard, je fais mon premier film qui s'appelle Tout peut arriver. Et je fais une projection privée pour des copains, pour la presse. Et j'invite, je mets sur ma liste d'invités Jean-Pierre Melville, que je ne connaissais pas. Donc il accepte de venir rue des Dames Augustines à Neuilly, chez Maggie Bodard, la productrice des Parapluies de Cherbourg, entre autres. Et on attend, on est dans la petite salle, il est un peu en retard, il arrive, Stetson et Ray-Ban, bien sûr, et il me regarde et il dit avec sa belle voix basse, « J'aime déjà votre film. » Ce qui est extraordinaire, un peu terrifiant, parce que qu'est-ce qui se passera une fois qu'il aura vu le film? Donc il l'a vu, il l'a aimé, on s'est parlé, on a commencé à se téléphoner. Moi j'étais, le jour où Cercle Rouge est sorti, passionné par l'effet qu'avait ce film et qui avait fait de lui à l'époque, ça y est, c'était devenu le patron, on l'appelait le patron. Et on a échangé au point qu'on a eu une conversation qui a dû durer au téléphone à peu près 2h30. Et il m'a dédicacé le disque qui est derrière moi, plus tard, qui est la musique originale du Cercle Rouge.
en se rappelant cette fameuse conversation qui a noué, entre lui et moi, une complicité, les fameuses affinités électives. Il avait fait une guerre, j'en avais fait une. Il aimait l'Amérique, j'aimais l'Amérique. Il était passionné par les médias, j'étais un homme de médias. Il était un homophile, il adorait les hommes, il adorait la compagnie des hommes, moi aussi bien sûr. Nous habitions pas loin l'un de l'autre, ça a aidé beaucoup aussi. J'habitais dans le 13e, avenue des Gobelins, il était rue Génère, c'était en voiture l'équivalent de 6 minutes, si bien que lorsqu'il m'appelait à minuit le soir pour me dire « Venez, je vous montre le coup de l'escalier », il suffisait que je me mette au volant de la voiture, je file et j'arrive. Et on a fabriqué ensemble à la fois des conversations, des conseils, j'ai reçu beaucoup de conseils de sa part, des conseils évidemment cinématographiques, mais aussi des bêtises. Cet homme qui avait vécu tout ce qu'on peut vivre, hein, une guerre, l'incendie de ses studios, la difficulté de monter certains films, l'opposition de certains producteurs, certains syndicats, sa solitude, son isolement. Cet homme qui avait tout vécu et qui avait même connu lui aussi les voyous, ben, il était capable de vous appeler pour dire « Vous venez, on fait le tour du périphérique ». Le périphérique venait d'être inventé, et donc son plaisir, c'était de monter dans sa grosse voiture, américaine bien sûr, avant qu'il ait une Rolls, et puis faire le tour du périphérique. Ce que font les gamins, quoi. Ou m'appeler pour me dire « Écoutez, où êtes-vous » J'étais dans mes bureaux aux Champs-Élysées. « Bon, en combien de temps comptez-vous venir chez moi ?» Ben, je dis, on fait un pari. Et voilà, donc, 30 minutes, non, 25, voilà. Je vous chronomètre. Donc j'arrivais, il était là devant la rue Génère. Oui, devant le studio, avec le chapeau et les lunettes, et le chronomètre. Vous avez raté votre coup, Max. Puisqu'on s'appelait Max. Parce que tous les soldats s'appelaient Max, à l'époque, à la sienne et à la mienne. Tout ça, plus le fait que j'étais pas vraiment très très heureux en mariage, et que j'ai eu un père admirable. Le père ne me manquait pas. Il vivait à Nice à la retraite, lui aucun problème, mais simplement, j'avais un autre père à Paris. J'ai toujours cherché d'ailleurs des pères, un peu comme Delon, d'ailleurs, j'ai cherché des mentors. Je me suis dit que c'était les vieux qui en savaient plus que les jeunes. Et donc, il s'est créé entre nous ce qui est indéfinissable, qui s'appelle l'amitié. Alors lui, il définissait l'amitié de façon simple. Il disait l'amitié, c'est un mec t'appelle à minuit, il te dit tu viens, j'ai besoin de toi, et vous lui répondez tu veux que j'emmène mon flingue. Voilà, c'était ça l'amitié. C'était l'autre exemple qu'on se donnait tous, c'était est-ce que tu irais à la guerre avec lui? Sans aucun doute. Est-ce que tu partagerais une cellule de prison avec lui? Oui, sans aucun doute. C'était les thématiques qui nous réunissaient. Non, c'est quelques années de ma vie très enrichissantes, et puis il ne faut jamais, jamais oublier, je l'ai souvent dit, j'ai rendu des hommages dans mes bouquins, partout, qu'il a eu à mon égard une générosité inimaginable. Quand je lui ai présenté le script de mon second long-métrage, Sans oubli l'apparent, coécrit avec Jacques Lanzmann, il l'a pris, il m'a assis en face de lui, il a pris le crayon, il s'est mis plan par plan à me dire « ici vous pourriez faire ceci, attention à la longueur, il faudra faire attention à bien choisir le bon plan, prenez plutôt un 50 qu'un 40 ». J'ai pris des notes tout le temps, au point que quand je suis arrivé à Nice pour tourner Sans mobile, Jean-Pierre était au téléphone à Paris, je l'appelais tous les soirs. Je lui disais, voilà, aujourd'hui, on a tourné ça, ça et ça. Très bien, qu'est-ce que vous faites demain? À quelle heure vous commencez? Faites attention à la position de la lumière. Ne faites pas plus de 3 positions de lumière le matin. Vous serez où? Il connaissait un peu la Côte d'Azur, il connaissait Nice. Donc je lui indiquais les endroits où on était. C'est incroyable. Alors évidemment, j'étais mon propre maître. Je tournais, je n'avais pas besoin d'avoir une oreillette où Melville me dise, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Néanmoins, ça me donnait une sorte de certitude qui d'ailleurs m'a joué des tours, puisque comme Jean-Pierre m'avait toujours dit qu'il faut être haï sur un plateau, il faut être détesté, soyez désagréable avec tout le monde, surtout avec votre acteur. Parce qu'on se souvient de la fameuse phrase avec Lino Ventura qui est à côté de lui, Jean-Pierre ne lui parle plus, et il dit à son assistant, dites à M. Ventura que la prise est prête. Bon bref, on connaît sa folie, c'est psychanalytique, hein. Il faut aller chercher pourquoi il voulait ça. Et là, lui, il m'a trop indiqué, trop conseillé d'être désagréable avec tout le monde, et en particulier avec mon comédien, qui est un petit génie, qui est Jean-Louis Trintignant, que ça m'a joué des tours. C'était pas
j'ai été trop loin dans la vénération des conseils de Melville. Ils n'étaient pas tous forcément les meilleurs. En tout cas, j'ai tourné ce film sous son égide, sous le cloud, comme on dit aujourd'hui. Il y avait un nuage au-dessus de moi qui était Melville. Donc quand le film est sorti, toute mon idée, ça a été de lui dire, écoutez, c'était formidable, merci beaucoup. Le prochain, je ne vous donnerai pas un mot, vous ne lirez pas une ligne, je ne vous montrerai rien avant que le film soit fait, tourné. C'était mon orgueil. C'était ma façon aussi de lui dire, vous m'avez aidé, j'ai appris de vous, désormais je peux voyager seul. Et c'est ce qui s'est passé avec l'héritier. Donc le film est tourné, monté, mixé, musiqué, évidemment Michel Colombier, que Jean-Pierre m'avait conseillé comme un formidable compositeur. Et je décide de lui montrer mon film en premier, avant tout le monde. Je loue une petite salle dans la rue de Pontieux, je crois. Et je l'installe. Il est installé, chapeau, lunettes, tout seul. Et je le quitte pour aller manger une bêtise. Et quand je reviens, il est toujours assis, toujours dans la même position, et il ne veut pas se lever. C'est un hommage. Il me dit, formidable. Il me dit, vous savez, vous avez fait un très très beau film, très grand film. C'est maîtrisé, vous avez tout compris. Vous commencez à savoir. Vous saurez vraiment dans 1 ou 2 films encore. Et c'est là que vous commencerez à avoir peur. Après le triomphe du Cercle Rouge, il entre dans cette position terrible qui est « qu'est-ce que je fais ?» Je suis le patron, ce film est l'apex, la concentration de toutes les règles du grand film de hold-up, et ça va plus loin bien sûr, millions d'entrées, extraordinaire, unanime convergence des critiques et du public. Où puis-je aller aujourd'hui? Que dois-je faire? Et il se met à écrire tout seul un flic. Il a du mal, mais il l'écrit, et il va le faire en ayant déjà le doute que ça ne se passera pas aussi bien. C'est comme ça, après un tel succès, qu'est-ce que vous faites? Donc il écrit un flic, et moi j'ai adoré le film. Mais on n'était pas très nombreux. Et je me souviens d'une projection privée du film, mais enfin privée, il y avait de la presse, il y avait des gens, et les gens sortaient en ricanant. En disant, mais il a perdu le fil, il ne sait plus ce qu'il fait, il se répète, c'est pas bon. Mais c'est pas vrai, c'est un très très bon film, très dur. Et moi j'ai vu certaines pages du scénario, je l'ai déjà dit souvent, c'est tellement Melville. La fameuse séquence de la fin, quand Richard Crenna sort de l'hôtel avec la serviette dans laquelle il y a un peu d'argent, je crois, ou de la drogue, je ne sais plus. Et Catherine Deneuve vient le chercher. Elle se retourne et il y a Delon. Tout ça se passe le matin, tout autour des endroits que Jean-Pierre adorait, l'avenue MacMahon, l'Arc de Triomphe, où il a tourné ce fantastique début de l'Armée des Ombres. Et sur la page du scénario de cette séquence-là, il y a simplement écrit « gris, un point, gris, un point, gris ». C'est tout. Ce qui veut dire à son chef opérateur, à sa script, à ses comédiens, on sera dans le gris. Il fera froid, ça sera le matin. Et le gris va tous vous envelopper. Et je sais comment je vais le tourner, le gris. C'est génial. C'est fantastique. Je ne connais pas de scénario, j'en ai feuilleté quelques-uns, originaux, où la page entière, il y a simplement une couleur. Une couleur. Un flic va être un échec critique et commercial. Malheureusement. Il prend ça très mal. Très très mal. C'est une blessure. Mais je le voyais tous les jours pour justement... Bon, parce que j'aimais cet homme, et je voulais l'aider par ma présence, par nos blagues, nos rires, nos références du cinéma américain, tout ça. Et je venais le voir de temps en temps en fin de journée. Et il était là, penché sur sa
sur ces grands cahiers jaunes là, à l'américaine, où il essayait vaguement d'écrire, et j'avais l'impression qu'il était saisi d'une sorte, pas d'impuissance, mais presque, de paralysie créative. Il cherchait, parce qu'il voulait se venger de cet échec, et il fallait désormais que le prochain, qui malheureusement ne sera jamais tourné, soit à nouveau un rebond dans sa carrière. Donc on était là, et c'est toujours dangereux, non pas dans « je vais faire un bon film » ou « je vais faire un film », mais « je vais me venger ». Je vais récupérer mon image, ma réputation, tout ce que j'ai perdu. Il n'avait rien perdu. C'est ce que je lui disais. Écoutez, arrêtez. Vous êtes là, vous existez, vous avez une œuvre extraordinaire derrière vous. Quoi, il y a que des chefs-d'œuvre, ou presque. Hein. Je le chinais un petit peu sur Quand tu liras cette lettre, qui n'est pas forcément son meilleur film, en effet. Mais bon, néanmoins, soyez conscient que tout va bien, que ça y est, vous êtes le patron depuis longtemps, vous êtes Jean-Pierre Melville. Je sais tout ça, Coco, je sais. Mais il faut avancer, hein, il faut travailler, j'y arrive pas, j'ai du mal. Hein. Il avait du mal, et je pense que ça jouait bien sûr sur son physique. Le stress, ça existe. Hein. Quand on est miné comme ça, quand on a du mal à écrire, et quand on est toujours porteur de la sensation d'avoir échoué précédemment, et qu'on se sent seul parce que dans Paris, les gens sont cruels. Hein. Ils ont été tellement jaloux de son triomphe du cercle qu'ils se sont vengés. Et ils sont tout ça, il le sait, il y a le téléphone, il y a le bouche à oreille. Donc ça va pas bien, et je pense que ça jouait. Il avait de toute façon, comme chacun sait, des problèmes cardiaques qui remontaient à sa famille, tout ça. C'était là. Hein. Sauf qu'il était très enveloppé, il ne faut pas oublier qu'il pesait 100 kilos à peu près. Hein. Et donc ça aussi, ça paralyse. C'était une sorte de géant paralysé, d'un seul coup. Impuissant, malheureux, cherchant, ruminant. Bien sûr, on déconnait toujours. Hein. On allait à la Modèle, qui était un restaurant Carrefour Gobelin, où on regardait passer les gens, parce qu'il adorait ça, il appelait ça du people watching. Hein. On regarde passer les gens, et on observe et on enregistre des choses. Mais c'était plus vraiment le bonheur. Il y avait l'amitié, hein. Beaucoup. Il reposait beaucoup sur le fait qu'il avait ce gamin, Philippe, qui pouvait l'aider un peu. Avec Flo, bien évidemment, sa femme, qui était son ange gardienne, mais qui elle-même était préoccupée de voir à quel point Jean-Pierre piétinait, ruminait, enregistrait, non pas de l'aigreur, mais quand même, un liquide pas très sain. Et c'est comme ça que, selon moi, il en est mort, je pense. Ça l'a tué. Alors on est en août 1973, je m'en souviens suffisamment. Hein. Il y a quoi, il y a 50 ans maintenant, hein. 73. Et on va dîner ensemble avec sa secrétaire, qui tapait pas beaucoup de textes, puisque le texte n'avançait pas, et une amie. On est tous les quatre, on bavarde, c'est au PLM Saint-Jacques, pas loin de là. Et comme toujours, on fait les clowns, on rigole. Et je me mets à imiter je ne sais plus quel acteur américain, en tirant la langue. Et Jean-Pierre me regarde et tire la langue aussi. Ça va. Sauf qu'il continue de la tirer. Et d'un seul coup, je me rends compte que ça ne va pas du tout. Il est comme ça, il se met à souffler, une sorte de paralysie qui s'empare de lui. Il tremble, et nous rendons compte tout de suite que ça ne va pas du tout. On prend cette masse énorme qu'on pose à terre et je crie, y a-t-il un médecin dans la salle? Il y a un môme qui arrive, qui est un jeune Américain, qui dit, comme par hasard, c'est un Américain, je suis secouriste, je sais comment il faut faire. Il m'a essayé de lui pomper le cœur et de lui faire du bouche à bouche, rien n'y fait. Le secrétaire, évidemment, va téléphoner à Flo, qui était à la campagne, qui dit, il faut rentrer tout de suite. Mon ami disparaît, discrètement, et je me retrouve avec un homme qui est mort, qui est en train de mourir, c'est-à-dire, ça s'appelle une rupture d'anévrisme. On l'embarque, Cochin n'est pas loin, c'est le quartier des hôpitaux, mais toujours est-il que dans le couloir, lorsque je suis en attente après qu'il ait été pris en main par les médecins,
Quand on vient me dire, quelqu'un vient me voir et me dit, c'est votre ami? Je dis oui, c'est mon ami. Il me dit, c'était votre ami. Et Flo est arrivé quelque temps après. Et là, effectivement, on a pris la conscience que Jean-Pierre Melville était mort. Or, évidemment, pour moi, il n'est jamais mort. Jamais. Il est vivant, je le vois, je l'entends, je l'écoute. Je revois ses films, je connais ses plans par cœur. J'ai dû voir Le Cercle 50 fois, Samouraï 60 fois. On est tous des Melvillomaniaques, je ne suis pas seul. Hein. Avec le temps, avec la postérité, ceux qui ne pouvaient pas imaginer, ce dont il rêvait d'ailleurs, il est devenu une icône, un mythe, une référence, une légende. Cet homme qui a été influencé par le cinéma américain, par un retour artistique qui intervient souvent dans le monde de la culture. C'est-à-dire que vous êtes influencé, vous fabriquez votre propre univers et votre propre écriture, et à ce moment-là, ça influence ceux qui vous ont influencé. Marqué par le cinéma américain, il marque le cinéma américain. Toute une génération de metteurs en scène américains lui doit beaucoup. Il doit au cinéma américain la lumière, le bleu, les cadrages, le montage, la dévotion au récit et aux acteurs. Mais les Américains qui ensuite, la génération qui a suivi, avec en tête bien sûr Michael Mann, mais pas seulement, beaucoup d'autres, lui doivent tout le reste. C'est-à-dire le travail sur le temps, sur le silence, la gestuelle, la posture, un climat, un ton, un style. Mais personne n'a pu le reproduire, mais c'est normal. Là où il est inimitable, c'est pas seulement comme metteur en scène, c'est comme homme. C'est un héros de roman. Il est romanesque. Sa jeunesse, la résistance, hein, il traverse les Pyrénées, son frère, De Gaulle, la guerre, Monte Cassino, le retour à Paris, les voyous, il fréquente des voyous, rencontre d'amour avec Flo, décision de ne pas avoir d'enfants, parce que pour lui, ce qui compte d'abord, c'est le film. Les enfants, on verra. Et on l'a vu, il n'y a rien eu. Il se fabrique son univers, ses valeurs, ses oppositions. Il y a des moments terribles, l'incendie de ses studios, des creux, des bosses, des rencontres. Il influence considérablement ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Les petits Truffaut, les petits Godard, les petits Mal se ruaient vers lui. Jean-Luc lui rend hommage dans Un bout de souffle, comme chacun sait. Et non seulement il aura influencé beaucoup plus tard les Américains, mais il influence complètement tous ces mômes. Hein. C'est lui qui a inventé la manière de tourner avec une caméra tout seul, très peu de monde, de l'improvisation parfois, et une autre approche du cinéma. Donc c'est un héros de roman. Il y a un roman qui s'appelle Melville. Ouais. Parce que quand vous, longues années plus tard, demeurez aussi présent dans la tête des gens, dans leur goût, quand vous avez dépassé les frontières de la pure cinéphilie pour atteindre le plus large public, il n'y a pas de film de Melville qui ne soit pas, quand il repasse à la télévision, un succès. Eh bien, ça veut dire que vous êtes effectivement un très grand artiste. Un artiste dont la vie est un roman.